a à peu près 1h30 en fait pour parler de ce qu'est l'écosyndicalisme. Alors, on a 1h30, donc déjà on va présenter un petit peu nos intervenants, puis ensuite on va leur poser quelques questions, puis vous aurez tout le temps ensuite d'échanger avec eux. Donc Julie Blondel, qui est membre du collectif écosyndicalisme à la CGT. À ma droite, juste à côté de moi, il y a Guillaume Merceau, qui est membre d'ATTAC, qui est l'ancien porte-parole d'ATTAC. 44. Tout au bout, on a Frédéric Janot, qui est délégué syndical central chez Mondelez. Ici, on va dire que c'est LU, du signe de LU. Et puis, Gwendoline Plane, qui est secrétaire du CSE d'EDF. CSEC. Exactement. Je vais tout de suite donner la parole à Julie, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'est ce collectif et puis pourquoi on est tous là cet après-midi, comment est venue cette initiative. Merci, bonjour. Lors de notre dernier congrès de l'UD, on a voulu renforcer un collectif qui existait déjà, le collectif DHD, qui voulait dire Développement Humain Durable, en lien et en référence à nos repères revendicatifs confédéraux. Plus comme ça? Non, mais moins fort. Moins fort, c'est... Donc, ce collectif, on l'a vite renommé écosyndicalisme. Donc, c'est un collectif de travail et notre ambition, c'est de proposer une lecture CGT du monde, de penser la lutte écologique comme une lutte de classe, de penser nos pollutions, notre perte de biodiversité comme une spoliation de nos richesses. Donc depuis bientôt 3 ans, nous nous déployons dans les bases avec le collectif, c'est-à-dire que nous intervenons dans les commissions exécutives des syndicats, dans les commissions exécutives des unions locales, afin d'aborder la question de l'urgence écologique du point de vue des travailleurs et des travailleuses, pour produire notre propre pensée CGT, afin de gagner la bataille idéologique qui est indispensable contre la propagande capitaliste, qui veut que la question de la rupture écologique se fasse du point de vue des gestes individuels et d'un verdissement de la production. Donc pour nous, il est essentiel en tant que collectif de donner des pistes et des repères de réflexion et de travail, parce que nous le savons bien, l'urgence climatique est incompatible avec le système capitaliste, et cette incompatibilité avec ce système économique doit être réaffirmée, doit être travaillée avec les travailleurs et les travailleuses. Donc on a également eu l'envie de créer des journées d'études avec les camarades de la CGT pour donner un renforcement, on va dire, idéologique et de se poser des questions avec l'agroalimentaire, avec Minénergie et avec également des collectifs, des associations, des mouvements qui luttent aussi pour l'urgence écologique comme ATTAC. Donc on avait réalisé une journée d'études avec les camarades d'ATTAC, avec les camarades de la Confédération Paysanne, et on a voulu faire une journée bien plus large pour qu'on puisse se questionner du point de vue du travail, du point de vue de la lutte des classes, en invitant Sébastien Ménesplier, Daniel Tanuro, et en créant cette table ronde pour permettre d'ouvrir, de comprendre, de produire notre pensée CGT, afin de réaffirmer que l'urgence écologique, c'est une urgence de classe. Nous, notre point de vue CGT nous semble important de partir de la production, partir des travailleurs, des travailleuses. On pense que c'est là qu'on sera le plus utile, et de vraiment mettre en lumière le fait que l'urgence sociale et l'urgence climatique sont liées et qu'on ne pourra pas travailler un sujet sans travailler l'autre. Merci Julie. Alors peut-être aussi Guillaume, vous chez ATTAC, vous êtes un compagnon de route, on va dire, de la CGT sur de nombreuses luttes dans le département. Comment s'est construite en fait cette convergence des luttes dans le temps? Et puis, quel est l'apport de chaque organisation, où chacun a son propre rôle, l'une sur le modèle de production, comme vient de l'expliquer un petit peu Julie, et puis l'autre peut-être sur les questions écologiques. Est-ce que c'est séparé? Est-ce qu'au contraire, ça se travaille ensemble? Explique un peu votre démarche chez ATTAC. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que du son c'est bon? Ça marche, merci.
Déjà, ATTAC, on est des partenaires de lutte de la CGT pour une raison qui est assez simple, c'est que la CGT a été dans les membres fondateurs d'ATTAC au niveau national et aussi au niveau local. La CGT 44 est au CA d'ATTAC 44, donc déjà il y a des liens qui se font, et ATTAC est né de différents mouvements sociaux qui se sont rassemblés pour porter l'altermondialisme en 1998. Donc déjà historiquement, on a dans notre ADN en fait la culture syndicale, les questions syndicales ne sont pas étrangères. Dès qu'on en rentre à ATTAC, on est avec des syndicats de manière très fréquente, et on construit les luttes, les campagnes aussi avec les syndicats. ATTAC porte des questions du coût fiscal, tout autour de la finance, de l'économie depuis le début, et la CGT Finances Publiques Nationale, par exemple, et aussi locale, est présente avec nous. Forcément, déjà, on a une culture commune, on se connaît, aussi on se reconnaît comme étant du coup légitime pour parler des différents sujets. Ça, déjà, c'est un point qui est très important. Au niveau local aussi, on a essayé ces dernières années de pouvoir avoir des cadres communs pour pouvoir se rencontrer plus fréquemment, à la fois du coup ATTAC, mais aussi ATTAC a ce rôle un petit peu justement de lien entre différentes organisations, de par la manière dont on est né. Du coup, il y a différents organes qui ont été à la création d'ATTAC, et aussi parce qu'on est à l'intersection de plusieurs réseaux, notamment les réseaux climat qui se sont faits sur Nantes. Il y a les marches climat qui ont émergé il y a maintenant 5-6 ans. Même Nord commence déjà à s'envoler à ce niveau-là, ça fait quelques années pour le coup. Donc on a été très présents en fait, avec les mouvements climat sur Nantes, donc on a aussi beaucoup d'assauts climat sur Nantes, à Tardipage, GNV qui sont notamment au niveau des stands. Et donc on a pris aussi un peu ce rôle de créer des cadres qui permettent la rencontre, qui permettent de pouvoir se mobiliser en commun. Alors ça s'est fait à travers notamment, il y a 5 ans, à travers un réseau qui s'appelait JSC, Justice Sociale et Climatique, qui rassemblait du coup syndicats, partis politiques et assos nantaises pour pouvoir, alors c'était né de la marée populaire qui avait été lancée en 2018 par ATTAC France et Copernic, et après on a gardé ce cadre unitaire au niveau local pour justement porter, déjà se parler, c'est un point important, il y a des arrêts qui ne se parlent pas ou très peu aussi, il faut aussi bien le voir. Et donc ce cadre-là n'a pas permis des choses incroyables, ça a permis de faire des manifs en commun, de faire des communiqués en commun. Donc c'était un cadre, un réseau unitaire qui avait ses limites. Par contre, il y a des luttes qu'on a portées en commun au niveau local. Je pense du coup par exemple à la lutte contre l'entrepôt Amazon à Montbert, qui a été une vraie victoire, puisque l'entrepôt ne s'est pas fait. Il y a eu une coordination au niveau départemental et une présence de la CGT à la fois du coup à Montbert et aussi par rapport au niveau de l'UD. Le groupe éco-syndicalisme était déjà du coup impliqué là-dedans, notamment avec Renan qui suivait cette lutte-là. Et donc ce cadre-là qui était particulier puisque en fait, il contenait des conditions de convergence. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un constat commun qui était fait par rapport à Amazon. Amazon, on sait pour le coup, ces différentes impunités fiscales, sociales et écologiques. On avait un constat commun qui était établi. Donc déjà, pour le rapprochement, c'était beaucoup plus simple. Ensuite, comme on se connaît depuis des années, au niveau local, là aussi la convergence a été plus simple parce que le fait de se connaître fait qu'on est plus facilement ouvert au fait que chacun porte ses différentes revendications, au fait qu'on peut aussi adapter parfois les modes d'action pour justement intégrer les personnes dans leur diversité, qu'elles viennent de syndicats ou d'associations. Je parle même parfois de partis politiques, même si pour le coup c'était pas le cas sur Amazon. Donc on avait déjà là des bonnes conditions en fait pour pouvoir lutter en commun. Par rapport à la convergence, du coup la convergence de quoi? Du coup des différents mouvements sociaux. Le syndicalisme, c'est un mouvement social, ce sont des gens qui se réunissent pour porter un intérêt en commun, dans le cadre du travail, dans le cadre de la production. Les mouvements socio-écologistes, eux, sont nés en dehors de ce cadre-là, en tout cas pour la plupart. Ils sont nés d'interpellations des scientifiques par rapport au rapport du GIEC, ils sont nés aussi d'autres courants de lutte qui existent depuis des décennies sur notre territoire, qui sont aussi liés à des luttes parfois qui ne touchent pas forcément aux questions du travail de manière directe. Il y a des luttes qui sont portées au niveau écologique contre des barrages, contre des routes, qui sont forcément tout de suite, c'est pas tout de suite au travail sur lequel on a le plus de prise pour parler de ces différents sujets. Pour autant, ces différentes luttes-là, elles peuvent, les différents mouvements sociaux, justement, ils ont aussi parfois du mal à communiquer parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes référentiels communs. De base, il y avait une petite vidéo qui montrait la théorie marxiste de la valeur. Ça, c'est quelque chose qui, dans le milieu écolo, n'est pas forcément tout le temps répondu. Le fait que ce soit aussi une lutte des classes, que l'écologie soit une lutte des classes, c'est pas une chose qui est naturelle pour beaucoup de mouvements écolos, beaucoup de personnes qui rentrent dans la lutte par l'écologie. Donc il y a toute cette culture-là qui est aussi à faire, une culture commune qui a à travailler. C'est aussi un enjeu qui
qui est important. Donc le fait qu'il y ait au moins un groupe éco-syndical à la CGT, c'est vraiment très précieux pour pouvoir, dans les années à venir, monter des luttes et aussi avoir, on peut peut-être imaginer pour ça qu'il y aurait des formations en commun, qu'il y aurait vraiment plus de cadres en commun entre mouvements socio-écologistes et syndicats, afin de pouvoir porter cette culture commune et du coup à engranger de nouvelles luttes dans différents secteurs. Je le dis d'autant parce qu'avec par rapport à l'UNU, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire en commun, et justement on a eu une limite assez rapide, c'est qu'on n'avait pas de diagnostic sur l'UNU. On a du mal à voir à la fois l'impunité sociale, fiscale et écologique qui est aussi claire que ce que c'était par rapport à Amazon. Là, on a vraiment aussi un travail pour pouvoir lutter par rapport à certains secteurs, un travail de fond, d'analyse, de compréhension globale du secteur, de l'entreprise, pour pouvoir ensuite chacun ramener nos différentes revendications et se lier pour porter la lutte par rapport à ces différentes entreprises ou ces différents secteurs. Et on a aussi une convergence qui n'est pas naturelle parce que les modes d'action parfois sont différents. Il faut du coup trouver des compromis. On l'a fait par rapport à la lutte sur Amazon, il faut trouver des compromis pour que chacun puisse se retrouver dans la manière de lutter. Et tout ça, du coup, c'est beaucoup de travail interpersonnel aussi, de dialogue entre personnes et entre organisations. C'est aussi un effort qui est conséquent puisqu'on manque beaucoup de temps. On a aussi des temporalités qui sont différentes parce que quand on vit dans notre travail et qu'on milite parfois du coup le soir tard, c'est aussi des manières d'être, d'agir différentes pour les militants. Du coup, tout ça doit réussir à trouver une cohérence pour pouvoir lutter ensemble. Et sur les apports et les rôles de chacun, là où Attaque nous choisit en tout cas de produire, c'est vraiment de créer des cadres de lutte en commun. Donc c'est un travail qu'on pourrait à la fois faire des formations et peut-être aussi du coup trouver entre nos différentes organisations des moments spécifiques. Parce que c'est du coup aussi des journées comme ça où on est encore plus nombreux, on réfléchit par rapport à certains secteurs ou à certaines entreprises au niveau local. Donc on arrive à trouver des manières de faire au niveau local. Parce qu'on a vu notamment lors de Plus Jamais Ça, qui est du coup une alliance entre syndicats national et aussi organisations écologiques, qu'ils ont sorti un rapport national en disant qu'il faudrait faire ci, faire ça, des grandes mesures, parce qu'au niveau local, pour s'en emparer et après du coup, transformer les choses au niveau local, se mettre en dynamique, c'est plus compliqué que ça, quoi. Donc les rapports du national, c'est très bien pour pouvoir avoir une vision un peu générale, savoir où est-ce qu'on va en commun, mais pour le local, il faut qu'on puisse avoir des temps très spécifiques entre nous pour poser des constats et après trouver des stratégies qui permettent à chacun de se retrouver et de porter un rapport de force. Et pour finir sur l'intérêt à converger, je pense que pour les militants écolos, ils sont beaucoup mobilisés en tant que citoyens. Voilà, ils sont mobilisés durant le marche climat, durant différents événements, mais parfois dans le travail, je pense qu'il y a beaucoup de militants écolos qui ont du mal à voir comment ils peuvent prendre justement prise sur leur moyen de production pour avoir une vision écologique au travail. Et donc là, c'est aussi un défi pour le syndicat de pouvoir, dans différents secteurs, il y a aussi des militants écologiques, leur donner des clés pour aussi du coup pouvoir monter une dynamique syndicale dans l'entreprise. Il n'y a peut-être pas parfois du coup la CGT ou d'autres syndicats. Là aussi, il y a vraiment un dialogue commun à avoir pour que la CGT puisse donner les clés à ces personnes-là de comment est-ce qu'ils peuvent monter les sections CGT dans l'entreprise et porter une vision écologique par le même temps. Et l'intérêt aussi pour la CGT, je pense, c'est que l'éco-syndicalisme va apporter forcément un renouvellement, va apporter aussi de nouvelles manières de pouvoir toucher des gens. Il y a des gens qui, s'ils n'ont pas en vision la lutte des classes déjà de base, qu'ils n'ont pas forcément de problème avec leur hiérarchie. Par exemple, s'il y a des cadres qui sont plutôt à l'aise dans l'entreprise et qui ne voient pas forcément les problèmes qu'il y a dans les usines, par exemple, là c'est aussi du coup un moyen d'aller les chercher, pour le coup, avec des revendications qui portent plus sur l'écologie. Et aussi la question des jeunes. Il y a, sans vouloir être méchant, il n'y a pas beaucoup de jeunes à la CGT, j'étais à faire les chiffres nationales, proportionnellement par rapport au nombre d'adhérents présents. Là, il y a aussi un enjeu. Pour toucher les jeunes, l'écologie va forcément aussi être loin d'avoir des prises et d'entamer un dialogue pour ensuite les ramener vers le syndicalisme. Merci Guillaume. Alors, mais justement, on va aller dans l'entreprise avec toi, Frédéric. Comme je le rappelais tout à l'heure, tu es délégué syndical central chez Mondelez et chez BU. La multinationale Mondelez étant la multinationale qui détient en fait l'usine de Nantes. Là-bas, tu essaies en fait de mettre en place
et on pratique l'éco-syndicalisme en interrogeant ton outil de travail face aux enjeux environnementaux. De quelle manière et comment on construit des revendications qui prennent en compte justement et qui lient la fin de mois avec la fin du monde, on va dire. En tout cas, les enjeux climatiques qui sont aujourd'hui nécessaires. Merci. Oui, donc déjà, je vais vous expliquer comment je suis arrivé au sein de ces discussions. Au niveau de l'UL, j'ai commencé un petit peu à raconter ce qui se passait chez Mondelez, notamment autour de ce qu'ils mettaient en place. Ils appelaient ça, c'était une campagne qu'ils faisaient, qu'ils font toujours d'ailleurs, sur le blé harmonie. Le blé harmonie, du blé poussé auprès de notre usine, avec des petites fleurs qui poussent à côté. Bien évidemment, notre syndicat n'était pas dupe. On savait très bien que ce blé n'avait rien de blé de culture paysanne ou autre. C'était bien de la grosse culture. Et du coup, on s'est dit, et Mondelez insistait sur qu'il voulait créer un pilier environnement, etc. Là non plus, on n'est pas dupes. On sait que l'environnement, si ça leur coûte cher, ils ne vont pas le faire. Et j'ai quelques exemples à vous donner après, et que même les méthodes de production ne sont pas forcément en phase du tout avec l'environnement. Quand ces mêmes capitalistes décident de centraliser des fabrications de matériaux de conditionnement, qui décident de centraliser ça en Allemagne, même presque en Pologne, là, pour dispatcher partout leurs matériaux de conditionnement dans toute l'Europe, alors qu'auparavant, l'usine de Nantes travaillait avec une usine de fabrication d'étuis sur Cholet. Les kilomètres et les CO2, ils ne prennent pas ça en compte. Donc c'est à travers de toutes ces rencontres qu'on a pu faire ensemble que ça nous a permis d'aller fouiller un petit peu plus loin. Parce qu'auparavant, on parlait salaire, on parlait conditions de travail, et honnêtement, on parlait très peu d'écologie, ni d'environnement. Donc ça a été un point d'attaque, de rentrer dans ce sujet-là. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer à travailler avec les copains, au niveau de l'Écosynde, à faire des rencontres comme on a pu faire, etc. Excusez-moi. Derrière, on a regardé aussi un peu plus près les ingrédients qu'on mettait dans nos recettes. On a regardé d'où venaient les ingrédients, où tout était fabriqué. On a regardé nos façons de travailler. Je ne sais pas si vous connaissez les méthodes Lean. Les méthodes Lean, c'est du taylorisme poussé. La méthode Lean, si pour l'usine, ça coûte moins cher de faire plein de changements de recettes et de nous faire balancer des quantités d'eau à chaque fois pour nettoyer les pétrins, ils ne gênent pas. Si à l'inverse, ça leur coûte plus cher de faire arrêter les lignes que de faire des longues productions, ils changent les ingrédients et ils virent des allergènes pour qu'on nettoie presque pas la machine et qu'on enchaîne les productions. Derrière ça, nos conditions de travail sont dégradées. Quand on est obligé d'arrêter pour faire des changements de production, qu'on est en train de balancer de la flotte, en train de tout nettoyer, honnêtement, les conditions de travail, elles ne sont pas bonnes. Donc on a vu qu'en abordant, qu'on pouvait aborder l'environnement avec les copains, sur les énergies aussi qu'on dépensait avec les copains, sur le côté conditions de travail. Et là, on commence à toucher plus de personnes, plus de copains. Après, pareil,
Quand on a les copains qui se retrouvent complètement dépités parce que dans un de leurs biscuits, on a enlevé des fruits pour mettre de l'arôme et de la pectine, la perte de sens du travail de meilleure qualité, elle est complètement perdue. Et là aussi, on interpelle la direction centrale sur le fait de ramener de la bonne qualité. Nous, ce qu'on veut faire, même si c'est industriel, on veut avoir l'impression de faire un bon boulot. Et là, on se rendait bien compte, et d'ailleurs, tout l'atelier était complètement par terre suite à cette transformation. Donc voilà. Après, aujourd'hui, ils insistent vraiment avec leur image verte qu'ils veulent se donner. Ils nous parlent du cacao life, du cacao qui serait poussé soi-disant de bonne manière, etc. Mais quand, et ça c'est assez drôle, du coup, quand on les prend à leur propre jeu et qu'on leur demande soit le rapatriement de la production d'étui à Cholet, et ben c'est plus eux. C'est les achats. Alors les achats font bien partie de Mondelez. Je ne sais pas qu'on a affaire à la DG du groupe, si on n'arrive pas, si c'est plus elle, c'est qui Donc ça c'est quand même assez drôle du coup, c'est de renverser leur communication un petit peu et nous d'inclure nos revendications. Des revendications qui vont vers des produits plus sains, qui vont vers des produits qui tiennent en compte de l'environnement. Donc voilà. Alors après, je répondrai à vos questions si vous en avez, mais par exemple, Mondelez, qui veut se donner une image verte, aujourd'hui, ils ont le projet de fermer une usine. Et cette usine, il y a toute une production qui est faite pour le marché français qui va partir en Tchéquie. Elle est où l'image verte? Déjà, de fermer une usine, on doit se battre pour ça, mais en plus, on peut démonter leur argument sur l'environnement et la production qu'ils veulent faire en Tchéquie. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai pas lu, c'est bien, il va être content, Renan. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci Frédéric. De toute façon, je pense qu'il y aura forcément des questions de la salle sur justement cette volonté en fait de réinterroger l'outil de travail et la production en fait pour redonner du sens à la production qui est l'agroalimentaire, ce que consomme en fait tout le monde dans ses assiettes. Gwenaëlle Plagne, toi tu es donc secrétaire du CSEC, centrale de DL. Mais aussi tu étais à Cordemais avant de prendre ces fonctions nationalement, tu es toujours à Cordemais. Donc Cordemais était menacé en fait de fermeture et vous avez en fait, en tout cas en anticipation, essayé de réfléchir à comment on adaptait en fait cet outil de production à l'adaptation au réchauffement climatique pour sauver en fait justement les emplois, c'est-à-dire d'inverser finalement les questions qu'on pouvait se poser auparavant. Et donc comment a été construit ce projet de l'éco-combuste qui aujourd'hui est encore à l'ordre du jour? Oui, il est encore à l'ordre du jour et encore plus à l'ordre du jour. Le défi, ça va être essayer de résumer en 10 minutes 9 ans, on est rendu à 9 ans maintenant de lutte et l'avantage c'est qu'on est sur le territoire et donc je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de l'histoire de la lutte des travailleurs de Cordemais. Alors pour essayer quand même de poser le cadre et dans cette question d'éco-syndicalisme et de la prise en compte par les travailleurs des questions de société en lien avec leur emploi, nous on remonte à 2015. Le début de l'histoire, c'est la COP21. Tout le monde est souvenu un peu quand même de ce qui s'est passé, la prise de conscience quand même qu'il y a pu y avoir autour de ça, même si elle n'a pas été mise en application et qu'elle n'a pas porté ses fruits, mais ça a été quand même un moment un peu charnière dans l'industrie, puisque encore jusque-là, en tout cas nous, dans nos industries, la question du CO2 n'était pas traitée, n'était pas prise en compte. Et donc ça a été quand même un moment important, où même au niveau de la société, ça peut être pris... il y a eu une prise de conscience vraiment de ces enjeux-là qui allaient venir devant nous et qui allaient venir devant nous de manière extrêmement importante. Donc 2015, on entend, fin d'année,
notre ministre de tutelle à l'époque, Ségolène Royal, qui commence à vouloir faire de la surenchère et à vouloir dire je vais fermer toutes les centrales à charbon et je vais les taxer et ça va nous emmener très rapidement à ces fermetures. Sans rentrer dans les enjeux énergétiques, si vous voulez, on pourrait revenir sur des questions. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les emplois et de quelle manière, nous, quand on se retrouve percuté par rapport à ça, de quelle manière on réagit. Donc nous, 2015, savoir qu'on avait encore, sur notre site de production électrique, on avait encore 2 tranches à charbon, on a toujours et qu'on essaie de convertir, et on avait 2 tranches de fuel qui étaient là justement pour tourner vraiment les pointes de l'hiver. Et donc, en même temps que cette prise de conscience sociétale sur la question climatique, sur lequel le charbon en France semblait être la cible, et même d'un point de vue mondial, on prenait aussi la secousse de la fermeture de 2 unités de production fuel. Donc on était déjà dans la menace, sur un horizon, donc on était en 2016 sur un horizon à 2 ans, de perdre une bonne partie des emplois pour justement notre site de travail. Et donc forcément, tout de suite, on a été touché, mais d'abord sur un point de vue économique, puisque les tranches fuel ont été fermées avant tout sur un enjeu économique, et pas sur un enjeu climatique. Et cette prise de conscience de perdre une partie de notre outil de travail, avec la conscience sociétale qui était en train d'arriver sur le charbon et le CO2, nous a amené dès début 2016 à nous poser des grandes questions dans nos collectifs de travail, dans notre section syndicale, de se dire c'est quoi l'enjeu, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la société et quel est devant nous le schéma qui se présente à nous. Il y a un premier schéma qui a été de dire de toute façon l'ennemi est le charbon, le fuel est visé à fermer pour des enjeux économiques, le charbon sera visé à fermer pour des enjeux climatiques. Et donc, dans ce débat de section, je me souviens très bien, on était assez nombreux travailleurs du site, membres de la CGT, section de Cordemais, à débattre autour de 2 choix. Le premier, c'était de défendre bec et ongles nos emplois, tous les emplois, un par un, c'est-à-dire on n'en perdra pas un, et on va lutter coûte que coûte pour ne pas perdre un emploi, que ce soit sur le fuel ou sur le charbon. Ou alors, l'autre dimension, et c'est pour ça que le débat a été nourri, c'était de dire, bon, est-ce qu'on n'accepterait pas d'en perdre le moins possible sur les tranches fuel pour lutter d'ores et déjà, bien en amont des attaques qui pouvaient nous arriver, sur la question des enjeux climatiques et d'adapter notre outil de travail à cette notion de transition énergétique. Et c'est vraiment ce débat-là qui, pour nous, a animé un long moment et qui a même abouti à un vote. On n'était pas tous d'accord, il faut être clair, on n'était pas tous d'accord parce qu'une partie d'entre nous, et c'est tout à fait loyal, a dit on ne perdra pas un emploi, on n'acceptera pas qu'il y ait un seul travailleur qui se retrouve à être obligé de quitter le site. Et puis une autre partie qui a décidé, et c'est le vote qui a été amené jusque-là, de dire finalement on va engager cette lutte pour aller en avance, parce que les menaces n'étaient pas encore tombées officielles sur nous, de dire on va préparer notre outil de travail à la transition et on va essayer de l'emmener sur une sortie du charbon. Début captation de CO2, on a travaillé avec le territoire, on a travaillé avec tous ceux qui étaient impactés, puisque la centrale de Cordemais touche aussi les ports, d'autres acteurs aussi sur le territoire. Et donc on s'est rassemblés aussi d'un point de vue CGT, on a construit un projet industriel avant tout dans nos petites mains, avant tout avec nos réflexions des différents bassins d'emploi, comment on peut faire. On s'est fait outiller aussi d'experts via les CSE et les outils que ça peut nous donner aussi ces IRP, puisque ça nous donne quand même une capacité, on va dire, un peu financière d'aller chercher des expertises complémentaires. Et on a monté un projet industriel, avant tout basé sur le territoire, c'est-à-dire comment on travaille avec les ports, comment on essaye de soit capter le CO2, le réutiliser, soit comment on essaye de faire. Toutes les solutions ont été mises sur la table. Et dans l'interpro, dans notre vie de tous les jours, dans le site, on a travaillé à ça. Ce qui nous a amené à la situation qu'on défend maintenant depuis 2016, qui est de dire en fait la solution la plus efficace pour nous, c'était essayer de construire un combustible alternatif au charbon. L'ennemi du charbon est l'ennemi climatique. Et dans cette réflexion, on s'est dit de quelle manière, de la plus simple possible, on peut essayer de maintenir nos emplois dans cette transition. Et donc il a fallu lutter avec l'ensemble du site, c'est quand même 400 travailleurs sur le site, qui ont pris sur leur propre temps, c'est-à-dire 400 militants, parce qu'en fait, au lieu de faire leur travail, s'ils étaient 10 à le faire, eh ben, ils le faisaient à 8 et les 2 autres, ils travaillaient sur le projet. Et on a commencé comme ça, que ce soit au niveau ingénieur, au niveau mécano, chaudronnier, à construire nos petites cocottes minutes sur lesquelles on a petit à petit aller à réfléchir, à prendre les bois d'élagage, c'est-à-dire tout ce qu'on coupe et qui sert à rien, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces bois qui servent à rien, de quelle manière on arrive à construire une recette pour aller là. Et puis petit à petit, on a combattu aussi avant tout l'employeur pour aller lui chercher des moyens, parce que ces projets-là industriels, même menés par le site, demandent forcément au bout d'un moment des dépenses, et quand il faut commencer à construire des prototypes, quand il faut commencer à aller signer quelques contrats d'approvisionnement.
Et bien tout ça, il a fallu, quand il faut aussi monter quelques études d'ingénierie, il a fallu aller combattre les employeurs. Et donc, grosso modo, si on résume, nous, on avait à peu près un mois de l'année en lutte pour nos emplois. Je parle même pas des luttes des retraites, je parle pas, ça c'était bonus. On avait à peu près tous les ans un mois de l'année quasiment en lutte, que ce soit pour aller chercher des moyens supplémentaires, que ce soit pour aller convaincre EDF d'aller prendre en compte notre projet, que ce soit aller convaincre les ministres que finalement, puisqu'entre-temps, Emmanuel Macron a été malheureusement élu président de la République et a dit dès le début qu'il allait cibler une fermeture des centrales à charbon en 2022, sans rien prévoir d'autre. Et bien donc nous, dans cette lutte de travailleurs, on a été déployés sur l'Interpro, déployés sur le national avec la fédération sur les autres centrales qui étaient dans le cas. Donc on a Gardanne aussi en Provence, on avait Le Havre, on avait Saint-Avold aussi dans l'Est. Et donc comment on a réussi à mener ces travaux ensemble avec l'Interpro localement pour que d'un point de vue employeur, on ait il n'y a pas d'autre mot, on a été les faire chier pour qu'au bout d'un moment ils disent j'aime autant leur payer une étude, j'aime autant leur payer un prototype, j'aime autant faire ça, comme ça au moins ils vont arrêter, ils vont retourner au boulot. Et ça nous a amené à faire un prototype, à faire dépenser, ne serait-ce que sur notre lutte, on est rendu quasiment à 20 millions d'euros qu'EDF a mis depuis 6 ans pour construire notre projet, pour l'amener à ce qu'il soit mûr aujourd'hui. Et qu'il ait passé les étapes réglementaires, administratives avec un permis de construire. 10 minutes, j'avais dit que c'était difficile. J'avance très vite. L'autre schéma de l'employeur, c'est le schéma politique. Parce qu'en fait, du coup, on ne peut pas avoir une lutte de territoire sans aller sur le schéma politique. Et donc, on a inclusé tous les maires du coin, tous les députés, tous les sénateurs, départements, régions, partout. L'objectif, c'était coordonner partout. Et on l'a déployé pour qu'ils puissent justement essayer de prendre corps. Et on le voit bien encore mardi prochain, et j'en profite pour en faire la pub, puisque du coup on a une affiche, et certains d'entre vous seront là. Le 17 avril, on fait une nouvelle mobilisation sur le site, donc mercredi prochain, puisque du coup on est à un moment charnière, et j'y reviendrai tout à l'heure probablement dans les questions, j'aurai pas le temps d'aller où. Cette question politique, elle est cruciale pour le combat, puisque un combat des travailleurs, s'il n'y a pas l'appui des politiques, au bout d'un moment on talonne. Et il y a le débat qui a été depuis le début extrêmement nourri aussi, c'est le débat citoyen. C'est-à-dire qu'il faut aussi aller convaincre les gens que notre lutte, elle n'est pas uniquement pour sauver des emplois et pas regarder ce qui se passe à côté. Préparer en fait du coup un combustible alternatif qui, je résume, on convertit vos vieux meubles Ikea en électricité pour remplacer du charbon. Quand on commence à expliquer ça, on dit c'est peut-être pas déconnant du coup vos travaux. Et ça ne concerne peut-être pas que vous, parce que au lieu d'aller mettre les bois d'ameublement dans les enfouir en terre, qu'on ne sait pas trop comment faire, bah, c'est vrai que finalement c'est peut-être pas une mauvaise idée de les réutiliser à faire ça. Et donc on a, le 10 juin 2021, on a mené une grande initiative sur Corps de Mer, Forum des possibles, sur lequel on a réuni tout un territoire, les travailleurs du site, et qu'on a fait un appel dans le sens de le territoire doit se reconvertir et pas uniquement faire rimer la transition énergétique avec destruction d'emplois. Et donc ça nous a amené à ce qu'on soit dans une situation aujourd'hui où les choses sont extrêmement claires. Il y a une première partie, c'est la lutte des classes. On ne peut pas l'écarter, elle est là. Quand nos dirigeants ont pris la décision en 2021 de fermer le site et d'abandonner le projet, quand nous on a réussi à rouvrir grâce à la lutte, grâce à notre fédération, à aller chercher un industriel, à aller convaincre les élus politiques, jusqu'au président de la République, qui a dit le 24 septembre dernier que finalement on ne sera pas fermé et qu'on sera reconverti intégralement à la biomasse. Ça a été un travail vraiment de lutte de classe, parce que ce qui ne se supporte pas, c'est que des travailleurs, et encore plus organisés par la CGT, puissent remettre en cause leurs décisions de sa chambre. Et donc ça, il faut bien se le dire, ça fait partie aujourd'hui des étapes cruciales de notre lutte. La lutte des classes, c'est quasiment le plus dur. Et puis après, je dis quasiment parce qu'il y a forcément l'ennemi de tous, même si on pensait avoir gagné avec la politique, après avoir convaincu un président de la République qui est pourtant très têtu. En 8 ans, ça nous a pris quand même pour le convaincre. Et bien malheureusement, une parole de président de la République, ça ne vaut pas très cher face aux finances. Et donc on a deux ennemis, on a la lutte des classes et on a les banquiers. Et là, le rassemblement qui est le 17 prochain, sur lequel on a d'autres échéances, on était encore à Bercy cette semaine, et on en a d'autres encore devant nous, il est crucial pour affirmer qu'un territoire a le droit de dire ce qu'il veut faire, a le droit de dire que la transition, elle doit être emmenée en plus quand elle est prise par les travailleurs. Et si ça pouvait mettre un petit taquet quand même à nos dirigeants et les remettre à leur place, j'avoue que ça serait déjà ça une belle lutte. Et derrière ça, il faut forcément qu'il y ait des finances, parce que quand on lance un nouveau projet, quel qu'il soit, on peut le voir dans la transition énergétique, il faut toujours un peu
soutien public, il faut un peu de... Eux, ils cherchent la rentabilité immédiate. Eh ben, je suis désolé, quand on développe quelque chose qui répond aux enjeux climatiques, aux enjeux sociaux, aux enjeux de territoire, eh ben, peut-être que dans les premières années, eh ben, on n'aura pas non plus l'enjeu économique. Est-ce que c'est grave? Pour nous, non. C'est juste une étape de lancement. Et à partir de là, je m'en arrête, j'ai tenu en 11 minutes. Et je vais poser la question sur le reste. On peut féliciter d'avoir résumé T'étais pas convaincu Et en tout cas, bon, moi, je vais vous laisser poser les questions, même si j'en ai plein qui me viennent en tête. Je vais laisser la parole à la salle. Peut-être tu peux récupérer Wallonie. Je propose qu'on prenne plusieurs questions et qu'après on revienne vers Oui, bonjour. Voilà, moi je suis très contente du titre, avec le syndicalisme. Alors, moi j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport de 2020 de la CGT sur... J'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport de la CGT sur la SFEC, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais la stratégie française d'énergie climat, et notamment plus particulièrement le chapitre sur l'agriculture, où du coup dans ce rapport on prône l'agroécologie, on est contre l'agro-industrie, c'est marqué noir sur blanc. Alors ma question, qui va être relativement simple, c'est, bon vous connaissez, c'est sans doute Yara, l'entreprise norvégienne productrice d'engrais à Montoire de Bretagne, qui ferme, mais qui va être remplacé par un site de stockage. Voilà, ma question est, quelle est la position de la CGT? Est-ce qu'elle doit encourager à continuer ce stockage d'engrais sur Montoire, en sachant que c'est quand même un danger pour les travailleurs et pour la population environnante? Et est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce fameux rapport de stratégie française de la CGT sur l'écologie et le climat? Salut. La position de la CGT Énergie. Pardon, Michel, militant CGT. T'es chier là. La position de la CGT Énergie sur la proposition de Morancet et ses mini-centrales nucléaires, dont une à la place de Cordoue. Je savais que je pouvais pas y échapper, celle-là. Comme ça, c'est fait. C'est clair. on va peut-être répondre à ces deux premières questions, à moins qu'il y en ait d'autres. Je n'ai pas vu d'autres mains se lever. Alors peut-être, je ne sais pas, Julie, tu veux peut-être répondre sur Yara, ou à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la salle qui puisse répondre un peu mieux. Peut-être, tu peux toi, Mathieu? Et ben, dans ce cas-là, peut-être on laisse la parole à Mathieu, comme ça. Pardon? Damien. Ah, Damien va répondre. On est parti. Du coup, peut-être on peut commencer sur les questions sur Morancet et les mini-centrales. C'est bien le micro par contre. Bon, je peux le faire comme ça, mais... Merci. Alors sur la question d'Yara, mais c'est mieux positionné pour y répondre. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même il y a les travailleurs qui se saisissent de la question, qui depuis longtemps d'ailleurs luttent aussi, puisqu'on en a fait quelques-unes étant sur le bassin, on a fait quelques-unes justement sur au moins les responsabilités de l'employeur par rapport à la sécurité du site, par rapport à la sécurité des travailleurs. Et il y avait déjà cette prise de conscience quand même de la CGT du site pour le faire. Et là, ils sont en train de développer, ils l'ont porté, ils y vont. J'ai pas les détails moi, de ce qu'ils portent. Je sais que ça va dans un sens quand même, bien évidemment, d'aller améliorer aussi les questions de sécurité et les questions du territoire. Je laisserai ceux qui connaissent mieux le sujet y répondre. Sur le deuxième, sur lequel je suis plus à l'aise, sur la question des SMR et la question de Morancet, je doutais que je ne pouvais pas échapper à cette question-là, même si nous, on essaye avant tout de se mettre en retrait de tout ça.
Pourquoi? Alors déjà, la première, puisqu'étant aussi membre de Direction fédérale de Minénergie, on est sur ces questions, forcément, étant agent EDF, on est sur ces questions du nucléaire. Bien évidemment, on n'est pas contre le nucléaire, ça fait partie, nous, d'un mix, ça fait partie d'un choix de la nation qui est là et qui est essentiel pour lutter, mais ça pourrait faire un débat à lui tout seul, et ça en a déjà fait des centaines, et je crois qu'on n'est pas arrivé au bout. Il y a quand même une prise de conscience différente quand même quand on voit aussi les enjeux climatiques et ce que peut apporter le nucléaire avec tout ça. Surtout, ce qui est important, c'est que ça reste en maîtrise publique. Ces SMR qui font partie, on va dire, des nouvelles évolutions du nucléaire, réacteurs de plus petite génération qui pourraient s'installer sur des sites pour pouvoir essayer de répondre. L'objectif qui est posé là, c'est répondre à un remplacement d'une centrale à charbon par une centrale nucléaire. Si on sort de ce débat uniquement pour ou contre le nucléaire, on peut se dire qu'il y a quand même des enjeux climatiques autour de ça qui sont pas mal. Nous, ce qu'on ne sait pas, puisque les plans ne sont pas développés, c'est combien ça représente d'emplois, ce que ça peut représenter comme activité autant que telle, et est-ce que c'est vraiment un enjeu pour la France qui n'en a pas forcément besoin, pour une raison simple, c'est qu'on a déjà, nous, des réseaux outillés pour pouvoir avoir des réacteurs de forte puissance et aller délivrer de l'électricité en masse. On n'a peut-être pas besoin, nous, d'avoir des réacteurs de petite génération, de petite puissance qui peuvent adapter sur ailleurs. On sait d'ailleurs que ce schéma-là est beaucoup développé par les Américains, les Russes qui sont un peu, et les Coréens qui sont un peu en avance là-dessus, mais ça c'est le domaine mondial et la France essaye de s'y mettre. La question locale, puisqu'on est quand même sur le territoire de 44 et on sait que la présidente de région, sans qu'on lui ait soufflé, loin de là, si elle avait pu l'éviter, ça nous aurait arrangé. La question du SMR, pour nous, n'est pas une question. Pour une raison simple, c'est que les SMR, de toute façon, s'ils devaient voir le jour, on est à minimum 15 ans. On sait, parce qu'on est du territoire, parce qu'on est né ici, que bon, déjà, il y a Notre-Dame-des-Landes, donc on sait qu'il y a une opposition forte et une prise de conscience des citoyens du territoire, que les enjeux, eux, ils peuvent les faire contrer, parce que quand même, Notre-Dame-des-Landes, il y a quand même tout un combat autour de ça et qui a été victorieux pour ceux qui ont mené la lutte. Et on sait aussi, puisqu'en face de la centrale de Cordemais, il y a le site de Carnet, c'est une centrale qui a été aussi essayée d'installer dans les 90, qui a été abandonnée aussi sur les enjeux de territoire. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, parce que le fait que ça voie le jour, c'est quand même peu crédible. On a vu déjà les premières annonces, on a déjà fait des pique-niques déjà dans la centrale, donc bon, on sait que ça ne va pas être très simple. Et c'est pas notre combat. Pour nous, simple, notre combat, il est avant tout, on a une solution qui répond à la transition, on a une solution qui est immédiate pour répondre aux contraintes du réseau, à la transition énergétique, en maintenant les emplois et en les développant. Donc on ne voit pas pourquoi on aurait besoin aujourd'hui d'aller chercher un SMR, un EPR ou tout ce qu'on veut. Probablement que c'est peut-être pas le meilleur lieu. Probablement que la Bretagne, avec encore plus loin ce qui s'était passé du côté de Brest justement sur la lutte justement contre une centrale nucléaire, les deux qu'on n'a pas vu de lieu, c'était quand même nous dans le Grand Ouest. Donc probablement que c'est pas la meilleure des idées. Est-ce que c'est une fuite pour éviter de soutenir Econcombust en tête de pont? Probablement, peut-être que le sujet Econcombust, comme il est soutenu par la CGT, et qu'il y a probablement une question de mépris de classe aussi, qui reste dans la classe dirigeante politique, ça pourrait être un sujet. Bon, on sait continue à défendre le projet Econcombust, il prépare l'avenir, on n'est pas forcément fondamentalement contre non plus, parce que si c'était une acceptation, et le débat il est beaucoup plus là, si c'était une acceptation de la société, du territoire, qu'il faille faire une centrale nucléaire sur Cordemais, ben nous, travailleurs d'EDF, de Minénergie, ça semble pas être inconcevable. Probablement qu'on a des agents qui partiront, parce qu'il y a aussi ces débats sur le territoire, il est ancré dans nos têtes, et il y en a qui ne veulent pas travailler dans le nucléaire. C'est une autre question. Si le territoire voudrait faire une centrale nucléaire à Cordemais, on verra ça, mais d'abord un débat citoyen, d'avoir quelque chose avant d'aller noyer le poisson, et surtout, en faisant ça, on ne parle pas du projet des travailleurs qui est de reconvertir leur outil de travail. Donc c'est avant tout de l'enfumage, et c'est ce qu'on dénonce sur le sujet. Peut-être avant de donner la parole à Damien sur Yara, il y avait Guillaume qui voulait justement t'interroger sur, poser une question sur Yara aussi. Oui, quand on parle de Yara et des convergences entre mouvements sociaux, écolos et aussi syndicats, il y a eu des différentes actions qui ont été faites à Yara sur l'usine de la part de mouvements écolos. Il y a eu les Suez Monétaires qui ont fait une action il y a quelques années et plus récemment il me semble XR. Donc comment est-ce que les militants écolos et les salariés de Yara communiquent entre eux? Est-ce qu'il y a un dialogue? Comment est-ce qu'il se fait, puisqu'aussi on a parfois dans les mouvements écolos des personnes qui justement sont très aussi pris par la question écologique, qui veulent que ce qui n'est pas bien pour le climat s'arrête et du coup font des actions coup de poing. Du coup, quand il n'y a pas de relation avec les salariés, aussi comment ça se passe, comment c'est à Yara? Je voulais aussi du coup aborder ça en même temps, comme tu vas répondre.
Oui, ça fait beaucoup de réponses tout ça. Alors, Damien Girard, secrétaire général de l'UL de Saint-Nazaire, CGT. Alors déjà, pour qu'on soit très clair, je ne travaille pas chez Yara. Je ne suis pas le porte-parole de Yara, contrairement à ce qu'on peut peut-être croire certains journalistes pendant un moment donné qui systématiquement venaient solliciter l'union locale et avaient quelques réponses qu'on pouvait leur donner. Le travail syndical chez Yara il est particulier dans le sens où les camarades ils sont dans un contexte de travail très particulier. Mentalement, on est sur une usine qui attire beaucoup la foudre, qui attire beaucoup les regards et beaucoup les critiques. Donc le phénomène classique chez les salariés qui sont amenés à rencontrer ce cas-là, c'est se replier sur leur coquille. Et effectivement, on est sur des salariés un peu repliés sur leur coquille, dans le sens où ils ont fait le dos rond pendant pas mal de temps, ils ont mené des combats, ils ne sont pas restés inactifs, et notamment de nombreux combats concernant l'outil de travail, la sécurisation de l'outil de travail, le respect, le pouvoir maintenir au moins les conditions optimales de santé des travailleurs sur le site, notamment avec l'exposition à des produits. Il y a quand même des produits assez dangereux sur le site. On ne va pas spécialement parler de l'ammonitrate et de ses résultats, et notamment l'exemple de Beyrouth, mais ne serait-ce que traiter un produit comme l'ammoniac, c'est quand même pas anodin. Et que, en plus, on est sur un site qui est aussi connu, mais comme de nombreux sites, pas que Yara, pas que la chimie et pas que l'industrie, des morts au travail, qui font que, effectivement, la réaction première des militants qui sont sur le site, c'est le repli sur soi et d'essayer de faire le nécessaire pour que ça fonctionne le mieux en interne. Bon, la réalité rattrape souvent les choses, et là, maintenant, la chose s'est externalisée dans le sens où c'est plus leurs conditions de travail qui sont mises en question, c'est plus leur santé au travail, c'est en fait leur emploi, donc leur vie sociale. Et là, effectivement, des choses qui avaient été déjà imaginées, et notamment des camarades qui avaient déjà des idées sur notamment la captation de CO2, pas mal de choses, notamment avec la spiruline, les fermes à spiruline. Il y avait pas mal de réflexions qui avaient été engagées, de manière, on va dire, informelle. Là, se sont retrouvés un peu quelque part contraints pour un peu sauver leur emploi, à l'image de ce qu'ont fait les camarades sur la centrale de Cordemais, de projeter des projets alternatifs. Alors, ils ont travaillé sur un projet alternatif un peu à l'urgence, avec notamment le cabinet Secafi. Alors, moi, je n'ai pas les détails du projet, donc je ne pourrais pas vous donner exactement le contenu, mais toujours est-il qu'ils ont essayé de ficeler le mieux possible pour le présenter justement en CSE, et notamment en CSE national. Et bon, c'est pas une surprise, en fait, n'importe quel projet qui aurait été présenté au niveau de la boîte, il aurait été balayé, et ça a été le cas. La position d'Yara n'est pas spécialement concernant la survie du site, elle est vraiment purement économique, vraiment purement de se positionner sur une économie mondiale. Ils sont installés un peu partout, il y a une usine qui est présente notamment à Baltimore, elle a du mal à tourner parce qu'il y a un pont qui est tombé il n'y a pas longtemps, donc pas de bol, l'activité s'est retrouvée, l'activité tourne, mais ils ne peuvent plus sortir des produits. Ici, sur le site de Donge, l'activité ne peut pas tourner parce que la machine, l'usine ne fonctionne pas, elle est en défaillance. Et c'est ça en fait, ils ont utilisé l'usine jusqu'à la couenne, ceux que les camarades militants au sein de l'usine ont essayé de combattre le plus possible, mais sauf que voilà, elle arrive au bout, et qu'à un moment donné, il faut faire, enfin plus qu'à un moment donné, il y a longtemps qu'ils auraient dû faire le reste de la mise aux normes, et ça représente de l'argent, et le capital n'est pas prêt à verser de l'argent pour des considérations autres que des profits. Donc on ferme l'usine, sauf que le combat il est toujours à mener, parce qu'on ferme l'usine, mais c'est pas fini, c'est qu'il reste quand même une bombe à retardement qui reste sur place, une usine qui continue à polluer, même si elle ne tourne pas, il y a des produits dangereux dedans, et ce ne sera pas plus les salariés en combattant en interne, et surtout ils ont réussi à démontrer malheureusement qu'ils n'ont absolument pas la main là-dessus, mais ce ne sera certainement pas une société comme Yara qui va faire des efforts, et notamment qui veut transformer ce site en site de stockage, avec les conséquences qu'il peut y avoir, comme on l'a vu à Toulouse ou à Beyrouth. Mais donc ce n'est pas les premières inquiétudes. Ces premières inquiétudes, c'est de rentabiliser le site. Et la rentabilisation du site, en général, l'argent ne va pas avec la sécurité, l'argent ne va pas avec l'environnement. Et là, on est vraiment dans un cas très concret. Alors, je ne sais pas quelle somme était évoquée, mais ça se résume à plusieurs millions d'euros de remise en norme du site.
la remise en norme du site et le projet alternatif qui était proposé, il est à peine plus cher que la mise en stockage du site, comme il compte le faire. Donc c'est pas vraiment une question d'argent, c'est vraiment une question de politique de l'entreprise, de faire comme ils l'entendent, et notamment de faire des profils rapides et directs, alors que, on va pas oublier le contexte, c'est que avec le mouvement qu'il y a eu sur les agriculteurs avant le salon d'agriculture, si vous avez suivi un peu les infos, la FNSEA a quand même obtenu beaucoup d'avancées, mais vont pas spécialement dans le sens de ce qu'on attend. Et que sur le marché de l'engrais, eh ben, c'est pas remis en question, c'est pas remis en cause. Donc du débouché, il y en a pour cette usine. Alors du débouché, on aimerait qu'il soit autrement que sur ces produits-là. Et les camarades avaient travaillé surtout sur cet aspect-là. Mais sauf qu'on ne leur laissera pas la voie, parce que la question, c'est vraiment de fermer le site. Mais je ne vais pas pousser la faute, ni quoi que ce soit, et mettre les camarades en responsabilité. Mais ça aurait été bien qu'on ait un camarade de hier à présent aujourd'hui. C'est pas propre à cette réunion, hein. Sur d'autres réunions, ils étaient pas toujours plus présents. Ils ont quand même fait les démarches, en tout cas, pour se rapprocher d'associations. Ils ont rencontré les partis, hein, que ce soit la France Insoumise, le PC, ELV, ils ont rencontré des collectifs, ils ont rencontré des ONG, sur lesquels ils discutent très ouvertement. Mais le format leur convient. Le format plus qu'on rencontre aujourd'hui, et notamment la réunion publique qui a eu à Saint-Nazaire, c'était en fin d'année dernière, ou en début d'année, je ne me souviens plus, parce qu'on a eu tellement, leur convient pas. Bon, on ne va pas faire une éducation politique des camarades, on n'est pas le PC chinois au moment de Mao Tse-tung, hein, on ne travaille pas comme ça. Mais les camarades ne restent pas les deux pieds dans le même sabot, ils ne restent pas les mains dans les poches non plus. Voilà, pour résumer l'affaire. Alors, est-ce que... Oui, Ronan, vas-y, je te prie. Merci les camarades. Donc, Ronan, Union locale Sud-Loire. On dit à la CGT qu'on a un peu une double besogne, hein, à la fois acquérir de nouveaux droits pour les travailleurs et travailleuses en termes de salaire, de réduction du temps de travail, de conditions de travail, et puis dans le même temps viser à transformer la société et donc dépasser et abattre le capitalisme. On a cette double besogne. Est-ce que dans votre démarche, et je m'adresse un petit peu plus à Fred et Gwenaël, est-ce que dans la démarche que vous expliquez, vous questionnez sur votre outil de travail, vous réappropriez l'outil de travail, qui est quand même pour moi une dimension un peu révolutionnaire quand même, hein, la réappropriation de l'outil de travail. Est-ce que vous pensez auprès des salariés, mais aussi auprès de vos camarades, que aller dans cet angle-là, dans la démarche éco-syndicale, ça renforce aussi idéologiquement et ça permet de réarmer les travailleurs et travailleuses? Fred, tu veux commencer peut-être? Oui, bien sûr. C'est incontestable. On voit bien que les salariés, quand ils commencent, quand on leur met quand on les met face à l'environnement, ils arrivent à trouver des solutions, ils arrivent à trouver des propositions. Pour moi, le but, c'est qu'on arrive à lancer ça quand tout va bien. Puisqu'on se rend compte que souvent, on prend le point de vue écologique, environnemental, on le prend à la fin, pour proposer d'autres alternatives. On a tous un exemple bien clair, c'est celui des Scopti. Quand ils ont repris leur outil de travail, la première des choses qu'ils ont parlé entre eux, c'était d'enlever l'espèce de petite poutre de perlimpinpin qu'ils mettaient sous Unilever, qu'ils leur faisaient mettre, et qui trouvaient ça dégueulasse de mettre ça dans leur thé. Et c'est la première chose qu'ils ont fait. La deuxième chose qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont essayé de réintroduire autour de Marseille des productions pour faire leur thé. Et je pense que justement, le problème environnemental, on doit l'aborder avec également les autres revendications. Nos conditions de travail, j'en parlais tout à l'heure, la réinternalisation, l'emploi local, ça fonctionne aussi. L'emploi de meilleure qualité, j'en parlais avec l'exemple de la recette qui avait été dégradée, que les salariés se sentaient mal. Et tout on peut faire des passerelles à chaque fois. À chaque fois, il y a des passerelles à faire et on doit les faire et on doit les revendiquer. On doit revendiquer tout le temps. Et alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est parce que, comme je vous ai dit,
c'est assez frais dans notre syndicat, tout ça. Là, on est en train de monter la liste pour nos prochaines élections et on le met dans nos orientations pour le prochain mandat. Donc voilà. Je vais compléter sur l'expérience Jean de Mézières, qui a depuis maintenant quelques années sur ce combat-là. Et cette réappropriation de l'outil de travail, elle est saluée, elle est encouragée, elle est portée par les travailleurs. Juste quelques exemples pour ça. L'une de nos luttes en 2019, 86 jours de lutte consécutive en plein hiver pour aller... C'était le moment où ils voulaient toujours nous fermer en 2022 et on n'avait toujours pas. Et on avait un excellent émissaire du territoire qui était ministre de la Transition énergétique, pour ceux qui auraient reconnu François de Rugy. Et donc, sur lequel on était en lutte, donc du coup 86 jours, sur lequel, bien évidemment, les travailleurs ne peuvent pas se passer de salaire pendant autant de temps. Donc on est obligé de s'organiser pour pouvoir tenir cette... Donc on met à des emplois clés les gens en grève, et on a une caisse de grève qui se met en place, et on a eu, nous, à ce moment-là, sur les 86 jours, l'ensemble du site, les 350 travailleurs qui cotisaient dans une caisse pour aller alimenter les, grosso modo, 15 qui étaient en grève en permanence. Ce qui nous permettait quand même, sur un effort comme ça, de tenir dans la durée, et quand ils ont senti que le rapport de force s'inversait, c'est-à-dire que nous, on aurait pu tenir tout l'hiver sans avoir de difficultés, on va dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ça nous correspondait à 2 ou 3 jours de grève par mois pour pouvoir tenir l'ensemble du site par terre et toute la production par terre. Et forcément, quand ils se sont retrouvés dans cette situation-là, ils ont été... donc les travailleurs ont senti le poids qu'ils avaient. On avait un ministre qui devait venir, et d'ailleurs celui-là qui devait venir, qu'on a exclu de venir sur le site, sur le territoire, qui nous a convoqué un jeudi matin exactement, dans son ministère, sur lequel les travailleurs tenaient la production pendant que nous on négociait avec le ministre. Et comme ils savaient qu'ils avaient compris qu'ils avaient perdu le rapport de force, on l'a gagné. Et on a signé en fin du mois qu'on pouvait, à la fin de la journée, qu'on pouvait dépasser 2022 et que notre projet allait être étudié par l'État. Ça, les travailleurs, quand ils le sentent, ils le portent, ils le réclament, ils le revendiquent et ils s'entraînent aussi entre eux. Ce qui fait que là, on est sorti, nous, d'élections de représentativité en fin d'année dernière. Alors qu'on était déjà à 57%, on a fait plus, quasiment plus 12, on est à 69%. Donc on a été reconnu, notre taux de syndiqué a monté, le taux de syndicalisation, quel qu'il soit, remonte. Dans les taux, on est à plus de 50% de syndiqués CGT, je parle pas des autres, sur le site. Donc il y a quand même une prise de conscience où en fait, c'est peut-être aussi la particularité d'être une entreprise qui est étatisée. Elle n'a pas été nationalisée, mais EDF est avant tout une entreprise politique, sous les injonctions du capital qui essaye de faire un maximum de pognon et de la dézinguer, mais politique, donc ça veut dire qu'aussi, forcément, le travailleur dans sa vie de société, dans sa représentation aussi, dans ses choix aussi au moment où il élit ses députés, ses maires et autres, il regarde aussi si son maire il soutient, il regarde aussi si son député il le porte à l'Assemblée, et donc forcément, tout ça, ça vient les renforcer, ça vient les porter, et ça vient de la fierté. On a même certains qui, parce que le combat était difficile, pour des choix de carrière, sont partis du site, ont été sur d'autres sites qui sont en train de revenir chez nous. Parce qu'en fait, cet attachement, cette lutte des travailleurs font qu'ils reviennent alors que la situation n'est toujours pas réglée et qu'on va la gagner prochainement, on n'a pas d'autre choix que de la gagner. Ouais, ça devient une fierté. Donc elle est appropriée, elle se mesure dans le syndicalisme, elle se mesure dans le rapport de force où maintenant tout le monde sait, et c'est bien ça le mépris de classe, qu'à Cordemais, c'est les travailleurs qui décident. Il y a une direction qui est là pour organiser, c'est les travailleurs qui décident. Organisé par la CGT, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres soit questions, soit aussi ça peut être des témoignages dans vos entreprises? Alors, je vois qu'il y a Mathieu, il y a Madame, là-bas au fond aussi. Ah, et le monsieur là. Donc, moi c'est Aline, je suis des finances publiques, mais c'est pas là-dessus que porte mon questionnement. C'est plutôt que je suis allée aux assises nationales sur la santé au travail qui ont eu lieu le mois dernier, à laquelle qui était grandement l'œuvre au départ de la CGT.
Et il y avait un atelier justement sur les relations écologie et travail, et santé au travail aussi. Et on a eu 2 témoignages qui étaient pour moi assez parlants. Un témoignage où la CGT, volontairement, c'était toutes les deux des entreprises qui avaient des productions dangereuses pour la population. Un témoignage où la CGT d'elle-même est allée auprès de la population sur les marchés, impulser des discussions sur la production, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour obliger l'entreprise à modifier un certain nombre de process pour les questions de sécurité, etc. etc. Et l'autre entreprise qui a attendu justement les risques de fermeture pour essayer de trouver des soutiens. Et on voit bien qu'une campagne syndicale qui est là pour trouver des soutiens, mais qui n'est pas là pour montrer comment elle se sent responsable aussi de ce qui se passe dans l'entreprise, elle est beaucoup moins crédible. Et donc, il y a eu montée dans un cas, il y avait beaucoup d'habitations tout autour où les gens, au départ, ils étaient pour il faut fermer. Enfin, c'est évident, c'est dangereux, il faut fermer. Et après les discussions, comme la CGT avait pris des devants et était venue engager plusieurs fois sur des réunions publiques ouvertes où on ne sélectionne pas les personnes qui viennent, il y a eu un peu un retournement de la population locale qui a compris qu'il y avait besoin de travailler tous ensemble sur des problèmes de reconversion. Voilà. Et l'autre entreprise n'a pas fait cette démarche-là, et ça a été très dommageable pour la section CGT par ailleurs. Pour ma part, c'est pas vraiment ni une question ni une réponse, c'est plus un avis et une analyse. La question d'IRA, comme la question d'autres ouvrages industriels sur le territoire industriel et énergétique sur le territoire national, bien sûr qu'on doit se battre pour que tous ces sites perdurent. Parce que finalement, si on prend les choses dans le bon ordre, qu'est-ce qui définit ces activités? Ce sont des besoins. Besoin d'énergie, besoin de bouffer, besoin de véhicules automobiles. Est-ce que ces besoins, ils disparaissent aujourd'hui? Ben non. Les entreprises qui ferment, c'est pas parce que le besoin il disparaît, des fois même le besoin il est croissant. Si on parle de la question énergétique, l'électricité, c'est pas avec les schémas et les nouveaux usages qui vont fleurir qu'on va avoir besoin de moins d'électricité. Donc pourquoi on doit se battre pour que ces outils restent sur le territoire? Ben, c'est parce qu'en France, c'est fait, que ce soit pour Yara ou pour d'autres, avec des conditions environnementales et sociales qui sont plus acceptables que ce qui se fera ailleurs sur la planète. Donc dans un premier temps, les batailles que l'on doit mener, c'est de maintenir ces outils industriels sur le territoire pour tout ce que l'on sait, la vitalité économique et sociale que ça apporte, le fait qu'on ait une localisation, une relocalisation de nos activités, puis le fait qu'on continue à satisfaire les besoins. Parce que si les richissimes qui détiennent les finances et qui détiennent ces boutiques décident d'aller construire les mêmes usines ailleurs, et c'est avec quelles circonstances environnementales, avec quelles circonstances sociales? C'est pour faire travailler les gamins, pour polluer 2 fois plus. Donc oui, il faut maintenir ces sites. Il faut maintenir ces sites, et dans un second temps, une fois qu'on a maintenu l'activité, c'est de faire avec ceux qui travaillent, ceux qui connaissent le mieux leur activité, faire en sorte qu'ils participent à la transformation de ces outils. À la transformation soit de l'outil industriel, ou à la transformation des solutions de dépollution qui existent. Une centrale à charbon aujourd'hui en France, c'est plus dépollué que n'importe quelle centrale à charbon ailleurs dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, derrière, eh ben, en fait, oui, on doit défendre ça. Et puis, il y a aussi une autre question, c'est... je m'y perds. Sur la question d'IRA, ben, les copains et les copines, clairement, ils vont défendre leur outil, ils vont défendre leur activité, et
et nous on doit la défendre parce que de toute façon le besoin il existe encore. Putain, je suis perdu. Oui, je voulais vous dire, oui, eux, ils n'ont pas pris le truc par le bon bout, ils auraient peut-être dû construire un projet alternatif. Mais tant pis, il faut qu'on les maintienne pour leur permettre de travailler à ces questions. Parce que sinon ça sera fait ailleurs et ça sera encore plus dévastateur d'un point de vue pollution et d'un point de vue social. Donc voilà pour moi. Et alors oui, l'acceptabilité, voilà, c'était ça le deuxième point. Désolé, j'ai mis du temps à le retrouver. Bien sûr que quand on se bat sur un site comme Cordemais ou sur un site comme Yara, au départ, les riverains ils vont dire ah, bah, tant mieux, ça se barre de là, c'est plus à côté de chez moi, c'est tant mieux. Mais par contre, quand ils entendent le tapage, la lutte, la bagarre qui est menée, qu'après il y a un travail d'explication sur comment on veut reconvertir, comment on veut être moins polluant, comment on protège la planète, parce que finalement nous on fera mieux qu'ailleurs, ben oui, derrière il y a une acceptabilité. Et pour les salariés, quand on est dans ces schémas-là, c'est beaucoup plus simple. Et plus le travailleur d'un site qui pollue devient le travailleur d'un site qui essaie de s'adapter pour qu'on satisfasse toujours les besoins, mais avec une manière de faire plus environnementale et plus écologique. Voilà, donc l'acceptabilité et la notion d'éco-syndicalisme, je chuterai là-dessus, c'est là où elle est hyper importante. Toute la convergence qui est faite avec les autres acteurs sociaux, les autres acteurs environnementaux, eh ben, c'est travailler à ce boulot d'explication et c'est ce qui fera une meilleure acceptabilité. Et donc c'est vraiment là où l'éco-syndicalisme trouve tout son intérêt, tout son sens. C'est plus facile pour les travailleurs, c'est plus facile pour les usagers. Il n'y a que la finance que ça met dans la merde. Donc quand c'est eux que ça met dans la merde, il faut se dire qu'on a raison. Aline, bonjour, militante écolo en pause. Je rejoins la question de Guillaume par rapport aux actions contre Yara. Il y a eu notamment des actions nationales d'extinction rébellion contre Total très récemment. Il y en a une qui a visé la centrale de Donge, enfin pas la centrale mais le groupe Total à Donge. La revendication n'est pas la fermeture de l'usine, mais je me demandais quand même comment les travailleurs avaient vécu cette action. Bonjour Renaud, je suis inscrite à un syndicat à la FSU et aussi membre des soulèvements de la Terre. Ça, pour dire par rapport aux besoins, j'ai l'impression qu'on serait simplement à faire du syndicalisme si on défendait l'outil de production tel qu'il est et qu'on ne serait pas dans un moment d'éco-syndicalisme. C'est-à-dire qu'on voit que les curseurs, il y a plein de curseurs qui sont dans le rouge, environnementalement parlant, et qu'en fait, on ne peut pas maintenir nos niveaux de besoin et nos niveaux de consommation. Ça, c'est, donc, se questionne derrière les niveaux de production. Enfin, moi, je suis convaincu là-dessus, et j'avais une question par rapport à l'évolution de l'outil de production. On voit bien qu'on a beaucoup parlé des centrales qui sont, très dans une taille, on va dire, des centrales de production très centralisées, et qu'il y a des... Je ne sais pas comment se positionne la CGT par rapport à des multiplications d'espaces de production qui diminueraient en échelle. Donc on a parlé tout à l'heure de réseaux électriques qui étaient calibrés, qui étaient en place pour accueillir et pour permettre les zones de production, on va dire, massives à certains endroits centralisés. Mais se questionne aussi, je voulais savoir la position de la CGT sur déconstruire un réseau qui repose sur des grosses zones de production, donc des grosses concentrations de pollution, avec après on va dire un réseau qui a aussi ses nuisances, on va dire c'est toutes les lignes à haute tension qui ont des nuisances. Voilà, multiplier les outils de production, les diminuer en taille, est-ce une piste pour notamment le réseau électrique? Je vais peut-être revenir par le monsieur qui était là depuis tout à l'heure et puis lui demander d'être un peu plus court dans vos questions, parce que le temps défile en fait. C'était vous. Oui, moi je voudrais intervenir sur une question qui me chagrine un peu. C'est plus dans l'intérieur de la société. Bon, les camarades de Yara, donc ils se replient sur eux-mêmes et puis ils sont même pas là. Alors qu'on a besoin d'eux dans l'expérience et puis dans la finalité du projet. Alors donc là, ça pose question quand même pourquoi des camarades comme ça qui ont lutté, qui ont un projet qui peuvent aboutir, ils ne sont pas là.
Donc à un moment donné, moi je me dis, mais alors ils ne se retrouvent pas dans la CGT, il y a quelque chose qui ne va pas dans la CGT pour que des camarades comme ça ne soient pas là alors qu'on a un débat sur l'écologie. Donc je pense que, après, on ne va pas leur lancer la pierre, moi je ne me permettrai pas des camarades qui luttent de lancer la pierre, mais à un moment donné ça interroge quand même. Donc je pense que moi il y a un problème chez nous, parce que s'ils ne viennent pas là, c'est qu'à un moment donné ils se disent, mais la CGT, ça bat de l'aide, ça sert à quoi, etc. etc. Ces questions elles se posent, moi je me les pose dans ma corporation, donc je ne vois pas pourquoi eux ils ne se les poseraient pas. Donc où est-ce que je veux en venir? C'est qu'effectivement aujourd'hui, pour faire aboutir l'écologie, il faut un plan écologique sur 5-10 ans, il faut énormément de démocratie pour l'intervention des populations locales et des travailleurs dans les entreprises, et avec le système d'aujourd'hui, on ne peut pas ça. Il faut être clair, il faut être net. On ne peut pas, avec le système capitaliste qui, ça a été dit ici, et tout le monde le sait, qui travaille au jour le jour pour essayer de gagner des profits, etc., etc. Lui, il n'a pas de plan, surtout pas de plan. Donc, à un moment donné, se pose bien donc la question, moi je le dis parce que je me bats dans la CGT pour ça, pour un tous ensemble, pour mettre en échec ce pouvoir. On ne peut pas faire autrement. Il faut que la CGT, elle nous pose cette question-là, du tous ensemble, avec les revendications, bien évidemment. On est un syndicat, les revendications, et notamment les revendications, celles du service public, parce qu'on ne fera pas de l'écologie sans service public. Et aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir des services publics en France. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est le traité européen qui le dit. C'est interdit. La santé, elle doit devenir un produit, etc., etc. Je ne raconte pas, tout le monde le sait. Donc voilà, la question, elle est bien, aujourd'hui, comment on va mettre en échec ce pouvoir tous ensemble. Et je finis là-dessus, d'autant plus que la CGT a une responsabilité, on est à 2 doigts d'avoir la bombe sur la tête. Moi, je le dis sérieusement, sans fantasme. On est à 2 doigts de l'avoir. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on aille à tous ensemble, on pose les revendications, le changement de pouvoir et la nécessité absolue de la paix. Moi, voilà. Ok, alors je vais redonner la parole à Julie peut-être, parce que justement, il y a eu beaucoup de questionnements sur Yara, sur la construction de projets, d'un projet alternatif, etc. Les camarades en effet ne sont pas là, mais peut-être Julie, toi au travers du collectif, comment en fait vous pouvez justement impulser ce travail, comment ça se passe en fait quand une question comme ça se pose pour mettre tout le monde ensemble pour construire. Et peut-être après l'autre question, peut-être plus pour Fred et Gwenaël, c'est la réponse à sur est-ce qu'il faut des plus petites unités de production industrielle partout, enfin voilà, quel est l'aménagement de la production de demain. Là, pour répondre, Ronan l'a dit tout à l'heure, à la CGT, on a une double besogne. Donc, on a le côté syndical et le côté interprofessionnel. On a des outils à la CGT, on a des repères revendicatifs qu'on ne connaît pas ou qu'on n'utilise peut-être pas suffisamment. Je pense à la sécurité sociale professionnelle, au nouveau statut du travail salarié. Et donc, on a à mettre en lumière notre projet de société, qui est un projet de société basé sur la lutte contre le capitalisme, sur la rupture écologique, sur la nécessité d'avoir des services publics. Et nous, notre collectif a pour but d'aller dans les syndicats, voir les travailleurs et les travailleuses, pour justement mettre un peu tout ça en vie, faire les liens entre la nécessité d'avoir un service public de qualité, la nécessité d'avoir une démocratie au sein de notre CGT, la nécessité d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, avec quelle finalité. Et ça, c'est un travail que nous, on essaye d'impulser, mais après, c'est un travail qui doit être approprié par chaque syndicat pour qu'au niveau des bases, des travailleurs et des travailleuses, ça puisse avoir une construction, mais dans un projet global, un projet CGT, qu'on a plus ou moins déjà, entre guillemets, écrit, mais qu'il faut qu'on lui donne vie. Peut-être qu'à travers des formations, à travers une réexplication, ou je ne sais pas, on pourrait appeler ça le CNR 2024 sur... voilà, là on peut dire qu'on pourrait rentrer en résistance contre un système capitaliste, un système qui détruit et les travailleurs et la planète. Ben voilà, c'est quoi le projet CGT, comment on le fait vivre au niveau professionnel et surtout au niveau interprofessionnel. Donc on a une responsabilité CGT, mais là j'ai envie de dire c'est la responsabilité de tous les camarades, tous les travailleurs et toutes les travailleuses.
Et nous, on est juste là pour essayer de donner des repères, donner des pistes, faire créer des liens entre déjà les camarades de notre syndicat et après des liens avec d'autres collectifs, d'autres associations, pour se poser toutes les questions de la production jusque l'égalité homme-femme, la lutte contre la montée des idées d'extrême droite, qui est un enjeu aussi environnemental. La question écologique doit être le fil directeur, le fil rouge de notre organisation. Et moi j'ajoute qu'on a beaucoup mis en exergue le secteur de l'énergie, de la chimie, etc. Parce que voilà, c'est ce qui fait qui suscite beaucoup de débats. Mais notre objectif à nous, c'est que nos camarades qu'on va voir dans les syndicats, ils s'accaparent cette question-là, même dans les services publics. D'où viennent les approvisionnements, comment ça fonctionne. Et en fait, on veut que les camarades, ils incorporent ça au cahier revendicatif, la question écologique, parce qu'en fait, elle met en cause justement le mode de production capitaliste partout, et évidemment les services publics qui sont à l'avenant, qui sont aussi des fonctionnements qui sont pas du tout respectueux de la planète. Donc voilà, c'est pas seulement l'industrie, c'est tout le monde dans son travail. Comment on donne des clés de lecture pour que les syndicalistes d'abord, mais après les travailleurs, ils questionnent justement la question, le lien entre le social et l'environnemental dans le monde du travail en général. Et donc, qui voulait la parole? Je vais continuer à animer parce qu'il y avait une question sur les moyens, sur l'aménagement en fait, des moyens de la production dans les territoires. Je pense qu'il faudrait pouvoir y répondre. Et Guillaume voulait répondre à Mathieu, mais qui n'est plus là. Je pense que la question est plus dirigée. Par contre, moi, après, sur la densité des moyens de production, déjà ce que je peux dire, et là ça va avec l'environnement et l'emploi, c'est déjà la réinternalisation de productions qui sont faites à l'étranger pour la production française. Au début du débat, il y avait fin du mois, fin du monde. Enfin, déjà, c'est de garder nos emplois. Ça, c'est la fin du mois. Et justement, ce qui est assez difficile quand on travaille dans l'agroalimentaire, c'est de pouvoir revendiquer plus largement, ouvrir plus largement sur la qualité de nos productions. Et plus on aura de monde, plus il y aura de personnes à revendiquer manger bon, de bonne qualité, des produits locaux, mais par contre avec bien sûr la finance derrière, parce qu'on n'a pas tous les moyens aujourd'hui d'aller acheter le poulet qui est fabriqué juste à côté. Et je ne dis pas qu'il faut le faire venir de nulle part, mais c'est bien à prendre en question tout ça. Maintenant, il y a moyen de faire bon, il y a moyen d'enlever des produits qui sont mis dans notre nourriture. L'exemple des Scopti, leur thé il est meilleur, ils mettent plus leurs produits de perlimpin par l'intérieur, et il est meilleur. Et c'est pareil dans les biscuits, on voit bien ce qui est mis dedans, et c'est à nous de nous approprier cette bataille-là, pas quand l'usine est en difficulté, oui, mais même avant, c'est de s'approprier vraiment ces revendications-là. Donc voilà. Pour compléter, essayer de répondre à ces enjeux-là, la question et l'initiative qu'aujourd'hui, elle fait partie de la prise de conscience des travailleurs pour se dire que l'écologie, que la transition doit faire partie de notre activité de syndicaliste et doit faire partie de notre lutte de tous les jours. On doit le poser dans le cahier revendicatif, comme disait le camarade à l'instant. Et pour ça, les travailleurs, il est très difficile quand on est dans son emploi, même en tant que militant, d'essayer d'anticiper les coûts. On a déjà les coûts des capitaux, du capital nous tape déjà tous les jours, que ce soit sur les retraites, sur les services publics. L'employeur nous tape déjà tous les jours sur la tronche, sur nos conditions de travail, c'est tout ça. Dire aux copains, relevez la tête,
regarder le coup d'après qui arrive, préparer la question sociétale, la question environnementale, oui, il faut qu'on arrive, il faut le diffuser, il faut que ça devienne vraiment du naturel dans le travail des militants, mais on est déjà, enfin, la crise militante est quand même là, on peut se le dire quand même, hein, avoir le syndicalisme et le militantisme, c'est pas quelque chose qui est plutôt de nature à être grandissant en ce moment, malheureusement, parce qu'on en aura plus besoin ensemble, mais c'est ça qu'il faut réussir à monter, et donc dans ces débats-là, venir dans des débats publics, c'est pas simple de la part d'un travailleur qui est visé en étant pollueur, en étant, je rebondis sur ce qui était dit tout à l'heure, sur des actions citoyennes, écologistes par exemple, qui peuvent se passer devant les sites de production. Il n'est pas évident, d'un point de vue des militants, il n'est pas évident d'un point de vue des travailleurs, de se sentir ciblés, alors que probablement que s'il y avait un terrain de discussion, il y aura moyen de trouver le terrain commun, puisque l'objectif il est bien sociétal, il est bien climatique, il est bien comment on l'emmène. L'ennemi, on le connaît, c'est la finance et le capital. Et donc l'ennemi est commun. La manière de la mener, il faut faire attention non plus de ne pas cibler les travailleurs, parce que sinon, ils se referment sur eux, ils défendent leur emploi et regardent plus ce qui se passe. Et donc il faut aussi qu'on ne rentre pas dans ce jeu d'opposition, et quand même, je veux le dire de façon toute personnelle, sur 8 ans de combat, on a quand même été de temps en temps dans une opposition ferme et fermée de part de certains mouvements écologiques, si je peux le dire comme ça, qui n'étaient pas de mauvaise volonté. Mais il faut aussi qu'on puisse s'entendre sur ces questions-là. Le travail et la transition ne se fait pas non plus en claquant des doigts, et ne faut pas qu'on rentre dans le jeu où il faut tout fermer parce qu'ailleurs ça sera meilleur. Non, c'est comment on l'adapte. Et ça, il faut qu'on en discute. Donc il faut le faire, c'est plutôt, ça réveille les consciences, mais il faut le faire dans le débat public. Pour répondre à la question, mais je pense que c'est pas forcément l'enjeu d'aujourd'hui de répondre à la question de quel est le meilleur entre des centrales ou des moyens décentralisés de production. Je dis juste qu'il y a un principe de réalité, il y a un principe technique où de toute façon l'électricité c'est un moyen de masse, qu'il faut des moyens de masse de production, que si on veut des moyens délocalisés, déjà il va falloir doubler les pylônes, donc on dit que c'est déjà un problème, il va falloir doubler le réseau parce que pour l'instant on n'est que dans un sens d'une voie, si on veut passer en double voie, il va falloir quand même doubler les pylônes, donc ça il faut que tout le monde accepte que du coup on double les réseaux, j'explique pas même encore l'investissement qu'il pourrait y avoir derrière, et puis il y a un principe physique, et je m'en arrêterai là, c'est que l'électricité on doit l'équilibrer en permanence, on a toujours des mecs qui sont aux manettes, parce que ce qui est consommé doit être produit, et inversement si on produit trop, ça consomme pas assez, ça s'arrête, et à l'inverse, ça tombe aussi si on consomme plus que ce qu'on produit. Cet équilibre, il ne peut être fait pour une notion que c'est un bien de première nécessité, que c'est le sang de l'économie, quasiment même de la vie de notre société aujourd'hui, l'électricité. Il faut que ça soit un service public, il faut qu'il y ait quand même cette notion-là, et renvoyer, et ce qui voudrait nous faire renvoyer vers plein de petites productions, c'est renvoyer vers des productions privées, vers ceux qui ont les moyens vont avoir leur électricité, et les autres ne vont pas en avoir et vont être obligés de s'en priver, sans parler du fait que c'est intenable, et c'est bien pour ça qu'à la sortie de la guerre, les entreprises ont été nationalisées sur l'électricité pour essayer de leur envoyer d'un secteur très large avec un pilotage public. Et c'est bien la question, elle est là. Une fois que le pilotage sera revenu public, on pourra décider dans quel sens on l'emmène. On pourra décider s'il faut plus de centrales, plus de moyens individuels, plus de autres, et on y trouvera les équilibres, et c'est un choix de société. Ça doit revenir à la société, c'est un service public débattu par nos élus parlementaires. Oui, Erwan, excuse-moi, j'ai fait un mélange entre ton prénom et ton nom de famille. Est-ce que tu voulais réagir? Oui, tout à l'heure Mathieu avait dit, mais le camarade a aussi en partie abordé ça, il parle du fait qu'il faut d'abord garder les usines au niveau local pour ensuite avoir des projets de reconversion. Ce qui, pour certains militants écolos, pas forcément du coup naturel. Il y a dans les discours écologistes l'action de l'urgence, et du coup il y en a beaucoup qui disent qu'il faut fermer, et comme ça du coup on agit, on est concret. Et le fait que le camarade dise que pour lui, du coup, il faut d'abord garder une ville pour après avoir un plan de transformation au niveau local, ça montre bien aussi la dissonance qu'il y a entre les discours nationaux et comment est-ce qu'on lutte ensemble au niveau local. Et donc pour converger, pour avoir des conditions de possibilité de convergence, il faut qu'on ait aussi un constat commun sur l'urgence écologique et sociale. On dit qu'on est d'accord pour ça. Après, dans les mesures générales et locales à mettre en œuvre, là pour le coup, je pense qu'il y a vraiment besoin de dialogue. Est-ce que par exemple, et là je pique ce que dit M. Tagnero, la question de la rupture avec le productivisme. Est-ce que, au niveau local et national à la CGT, est-ce que ceci est posé? Est-ce que les militants écolos, eux, sont plutôt là-dessus, très clairement? Est-ce que, au niveau de la CGT, est-ce que ceci est posé? Est-ce que ceci est abordé? Est-ce que c'est traité aussi?
Il y a déjà l'enjeu important de comment on aborde des revendications écologiques via le syndicat, évidemment. Et après, du coup, toutes ces grosses questions-là qui vont devoir se poser et qui vont aussi déterminer des conditions de possibilité de converger. Parce que forcément, après, dans les pratiques militantes, dans les discussions qu'il y a au niveau local, pour converger, ce type de discussions-là reviennent tout le temps. Elles reviennent, et c'est là, du coup, on peut y avoir des tensions qui émergent alors qu'on veut converger et qu'on a une idée, enfin, un constat général partagé. Après, dans certains détails, certaines manières, certaines approches, là, du coup, les tensions peuvent se créer. Et aussi, un point qui me paraît ultra important, c'est la question territoriale. Vous l'avez abordé tous les deux, et aussi d'autres personnes. Le fait que alors ça, c'est aussi une question que j'ai un peu pour vous. Étant donné que le rapport de force par rapport au capital est quand même depuis plusieurs décennies plutôt du point des faveurs du monde du travail, on le voit via les différents indicateurs, est-ce que c'est naturel à la CGT de se dire que pour pouvoir mener un rapport de force contre le capital, contre la boîte, contre le secteur en interne, il faut aussi avoir l'appui d'un rapport de force qui vient aussi de l'extérieur. Et du coup, chercher des alliés qui vont appuyer à la fois de l'extérieur et vous aussi de l'intérieur. Est-ce que ça, quelque chose qui est naturel ou pas chez vous? Vous dites que du coup, vous allez voir des gens sur les marchés, vous allez aussi voir les citoyens sur le territoire, du coup c'est déjà un pas qui est fait. Et après, du coup, le fait qu'il y ait aussi du coup, ceux qui sont autour de vous, qui portent aussi le rapport de force de manière différente par rapport à l'employeur, par rapport au projet de territoire. Là aussi, je pense qu'il y aurait beaucoup de discussions à avoir entre nous pour pouvoir converger ensemble et pour avoir les conditions de la convergence entre nous. Merci Guillaume. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Ça tombe bien parce qu'il y a une autre table ronde à 16h30 qui pourra commencer à ébaucher un peu des réponses, en tout cas qui va poursuivre ce débat que nous avons eu tous ensemble. Donc je voulais remercier tous ceux qui sont à côté de moi pour avoir répondu à vos questions, commencer en fait ce début de réflexion, en tout cas sur l'éco-syndicalisme aujourd'hui, avec, je vous le rappelle, à 16h30, donc la prochaine table ronde avec l'auteur belge Daniel Tagneron, qui est ingénieur, agronome et environnementaliste, qui échangera avec Sébastien Jussier, membre du bureau confédéral et responsable des questions liées à l'environnement et à la transformation de l'appareil productif. Et bonne pause.